Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est 23 heures passées de quelques minutes et vous êtes sur votre chaîne Canal 2. Alors, depuis quelque temps, nous travaillons sur le culte de la méditation et ce soir encore, je crois qu'il est question encore de méditation. Mais pour avoir la bonne information, je vais me retourner vers le professeur Emmanuel Despotes qui m'accompagne ce soir et qui d'ailleurs est le concepteur de l'émission pour qu'il nous dise de quoi il sera question pendant ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir Laura Gatt, bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Ce soir, nous allons parler de la méditation, bien sûr dans un cadre pandémique, donc le culte de la méditation face à une pandémie, parce que l'actualité l'oblige. Donc la méditation, nos égarements et les pandémies seront au centre de réflexion, de la réflexion de ce soir particulièrement, et puis le reste, Laura Gatt. Alors, professeur, à la fin de cette émission, qu'est-ce qu'on devra comprendre? Alors, je ne sais pas, mais je pense que nous faisons notre part de job. Notre part de job, c'est quoi? C'est que la métaphysique est une science de la pureté, de l'esprit, de l'âme et du corps. Et la métaphysique se doit être présente dans nos esprits et qu'avec la métaphysique, nous pensons apporter une contribution pour que le monde change. Le monde doit changer. C'est que la connaissance d'Ivresque est retenue par des personnages qui se sont mis au-dessus du monde entier, qu'eux-mêmes commencent à prendre conscience de ce changement qui est réclamé spirituellement au monde entier. Voilà. Nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui aujourd'hui va se faire de façon particulière. Vous allez le découvrir au cours de l'émission. Vous aurez également la réflexion. Vous aurez bien sûr la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la chronique de ce soir. La métaphysique, nos égarements et les pandémies. Permettez-nous de rester sur l'actualité en la confondant dans les donnes métaphysiques, car la situation demeure d'autant plus grave que nul ne l'ignore plus. Du moment où les prières ne se passent plus dans les lieux de rassemblement habituels à cause de la peur de mourir, qu'attendons-nous d'elles? Ou à pratiquer la méditation avec la peur au ventre suite au confinement, par exemple. À quoi peut-on s'attendre à cette pratique? Il va sans dire que la pandémie, finalement, est bel et bien installée ici et là. Elle a pris le dessus sur les êtres mortels que nous sommes, ainsi toutes classes confondues. À cause de l'impureté de nos organismes, tous nous sommes exposés à des maladies de toutes sortes, aux pandémies, aux épidémies de toute nature. Aux épidémies et pandémies de toute nature. D'aucuns diraient qu'il est question d'une quelconque malédiction et frapper l'humanité tout entière en ce moment. Pourtant, métaphysiquement, il y a lieu de reconnaître que le gros du problème qui concerne nos difficultés du genre est plus du côté de mode de vie que nous avons adopté. Il n'est pas question de précarité matérielle, mais bien plus celle qui se veut intellectuelle. C'est ce qui serait en somme la malédiction. Cela dit parce que nous sommes sous le prisme de la domination de l'homme par l'homme, que de ce fait nous nous mettons en déphasage avec les forces spirituelles qui nous permettraient de comprendre individuellement comment fonctionne notre monde depuis lors. Sans une telle approche, nos prises de décision ne cesseront de nous condamner à jamais. La métaphysique nous apprend que nous sommes des êtres divins. Sauf que pour parvenir à cela, nous devons savoir nous prendre dans cette jungle qui ne cesse de nous proposer une vie meilleure.
Nous avons cru à cela et lorsque la souffrance prend le dessus, au lieu de nous conformer à elle pour comprendre la leçon qui en sort, dans la recherche des raccourcis, nous nous laissons aller dans la tanière des félins de ce monde et nous voilà dans le pire. En ce moment, ni la prière, ni la science, sans conscience détenue par les détenteurs des forces occultes de ce monde, cette science prônée par des connaissances livresques, rien de tout cela. Même la méditation ne saurait payer le bon prix attendu. Car nous devons cesser d'ignorer que tout ce que nous faisons par intérêt ne trouve pas d'issue sur le plan spirituel et ne saurait être nécessaire côté divin de la chose qui est liée à nous. Professeur, vous avez titré la chronique de ce soir, la métaphysique, nos égarements et les pandémies. Est-ce à dire que si aujourd'hui il y a pandémie, c'est parce qu'on s'est mal comporté, entre guillemets. Alors on s'est égaré, pour utiliser le terme que vous avez employé. Bon, alors disons que le monde s'égare toujours parce qu'il n'y a pas de guide. Il y a une manière de faire qui veut dire qu'on guide les gens, mais alors qu'on ne guide pas les gens, on les exploite. Alors le monde est donc dans l'égarement total. Cet égarement passe par une certaine hégémonie. D'abord, parce qu'il y a des gens qui ont colonisé le monde entier, des Européens. Ils ont colonisé l'Asie, ils ont colonisé l'Afrique, ils se sont colonisés même entre eux parce que leurs croisades et leurs guerres internes, du temps de Napoléon, du temps de Louis XIV, je me rappelle bien de toutes ces histoires. Alors il n'y a eu que de la barbarie, jusqu'à exterminer toute une race en Amérique, tout même au continent qu'on a finalement baptisé Amérique, qui avait des habitants, mais qu'on prétend avoir découvert, parce qu'on parlait de découvrir l'Amérique. Mais il y avait des habitants en Amérique, et ces gens ont été estimés et exterminés. Donc, c'est ça l'égarement. L'égarement ne concerne pas seulement l'individu que je suis ou que tu es, mais l'égarement a pris de l'ampleur depuis la nuit des temps sur l'ensemble de la communauté humaine, avec des divisions, avec la recherche de l'enregistrement, avec la recherche de la domination de l'homme par l'homme, par des mécanismes de toute nature. Et c'est cet égarement-là qui, de temps en temps, est puni. Voilà. Alors, professeur, quel rapport y aura-t-il donc entre les égarements dont vous aviez, que vous venez de citer, et la métaphysique? Alors, donc, la métaphysique, en fait, c'est quoi? C'est la nature. La nature a ses lois, en quelque sorte. La nature a ses lois et il ne faut pas les enfreindre. Tantôt, on parle de Dieu. Et ce Dieu dont on parle, c'est le Dieu de l'égarement aussi, parce que c'est les gens qui se sont égarés eux-mêmes, qui sont venus nous égarer avec ce Dieu, nous les Africains par exemple. Alors que si le Dieu qui était enseigné par ces gens-là n'était pas le Dieu de l'égarement, nous n'aurions jamais eu le monde que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire un monde où la misère, on dit souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ce monde qui est notre monde depuis toujours. Donc cet égarement a permis à ce que nous soyons esclavagisés pour ce qui est du continent africain, que nous soyons colonisés, que nous soyons néocolonisés aujourd'hui et que nous dépendions de gens qui, longtemps avant leur arrivée sur le sol africain, on ne dépendait pas d'eux. On dépendait de nous-mêmes, de notre façon
de vivre de nos traditions, de nos traditions qu'on a finalement baptisées à une époque les fétiches, qui faisaient en sorte que les pandémies, ça a toujours existé. Il y a eu toujours des maladies et qui punissent bien évidemment le comportement des gens par rapport à une communauté, par rapport à un environnement, à une collectivité. Il y a toujours eu quelque chose qui, à un moment donné, suite à nos choix, suite à notre façon de faire les choses, on peut se retrouver en phase avec des circonstances épidémiques. Et ces circonstances épidémiques n'ont pas décimé les Africains. Sinon, personne n'est venu créer les Africains dans ce continent. Sinon, personne ne nous n'a précédé nos indépendances. Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'Afrique est indépendante. Elle ne l'est pas. Nous étions indépendants avant. Nous avions nos empires avant. Nous fonctionnions normalement comme des gens organisés. Et le premier coup de droits de l'homme du monde a été fait en Afrique. La première constitution pour, disons, une organisation sociale qui peut paraître ou bien qui s'établirait comme un État, ça a été fait avec l'Empire du Mali. Tout cela, ça veut dire que, quelque part, ce qui nous est arrivé a une signification. Aujourd'hui, avec la pandémie qui essaie d'embraser le monde entier, je crois que chacun doit mener une réflexion vis-à-vis de la situation et se poser les questions, qu'est-ce qui fait en sorte que on en arrive là, au-delà des manipulations, de tout ce qui s'est parlé avec des soi-disant scientifiques, parce que lorsqu'on écoute des gens parler, les gens de l'autre côté, les Luc Montagnier racontent une histoire, à dormir debout, on lui pose des questions, on n'arrive pas à répondre. Les Michel Chim qui quelque part sont en déphasage avec Didier Raoul, on met même en cause le titre de professeur des uns, tous en s'établissant comme qu'on est médecin, un point trait. Bien des choses et des médecins des plateaux de télé se confondent avec ceux qui sont en phase avec des malades. Et il y a totalement un problème aujourd'hui qu'il faille qu'on puisse émirer. Est-ce que nous sommes vraiment sérieux, les gens de notre génération ou bien de notre monde actuel? Est-ce qu'il y a du sérieux dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle comme égarement scientifique même? Parce que l'égarement n'est pas seulement du côté des actes posés malencontreusement, mais le genre de science. Est-ce que tout cela ne correspond pas à tout ce qui nous arrive et qu'il va falloir qu'après cette épidémie, que tout puisse être revu, qu'on reprenne tout à zéro, qu'on essaie de revoir même le système scolaire. Pourquoi pas? Alors, professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que on devrait, le temps est venu de se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau. Alors moi, j'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui ne va donc pas? Alors, ce qui ne va pas, c'est que on a dit toujours, on a souvent dit, même au cours de cette émission, entre nous et Dieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Les anciens, que ce soit du côté de l'Égypte ancienne, que ce soit du côté de la Grèce, ceux des Européens qui sont venus étudier en Égypte, ces anciens-là, parmi eux, il y avait des personnages comme Socrate qui disaient « Connais-toi toi-même afin de connaître Dieu ». Et que nous sommes des dieux, quelque part, la Bible le dit, bien décrit, qui se veulent spirituels ou qui versent dans le côté moral, approuve que nous sommes sur la terre
des représentants de Dieu, pour ne pas dire nous sommes des dieux. Peut-être c'est la particularité qui ferait que l'animal que nous sommes, c'est-à-dire l'être humain que nous sommes, nous ne sommes pas humains à partir du moment où le côté animal ne nous quitte pas. Mais cependant, l'information ou la connaissance, du moins ce que nous devrions savoir, est que l'animal que nous sommes, nous sommes démarqués de la jungle, des sauvages, des forêts, c'est pas des savanes et tout, des autres bêtes. Parce qu'en fait, nous sommes que des bêtes. C'est malheureux de dire ça parce que d'aucuns, tellement épris d'ego ou d'orgueil, entendre dire des choses comme ça serait de l'insulte, comme si moi j'insultais les gens sans m'insulter moi-même. Alors, mais je dis, nous sommes que des bêtes. Nous sommes aux prises à un comportement animal ou animalier qui voudrait que le paraître, l'excès d'ego, du moins tout ce qui a comme vice nous accompagne au quotidien dans une certaine forme d'arrogance matérielle. Alors, donc, on a finalement fabriqué une société qui, quelque part, ne comprend pas le rôle qui est assigné à nous, qui a fait que notre intelligence soit détournée à des fins, des réflexions, comment fonctionner matériellement pour chercher le raccourci de notre, du moins, le raccourci qui nous conduit vers une vie aisée, une vie, disons, où le temps et l'espace doivent être dominés, mais pas par des canaux spirituels, par n'importe quel canal. Alors donc, on oublie que le monde a évolué grâce aux sciences occultes. Le monde a évolué grâce à des découvertes occultes qui sont allées jusqu'à la matérialisation de ces découvertes où aujourd'hui nous avons des avions, des avions qui nous permettent de gagner en temps et en espace. Nous avons des équipements tels que le téléphone portable. Nous pouvons voir quelqu'un qui nous parle au bout de l'autre monde. Donc toutes ces évolutions nous ont finalement endormis. Alors résultat, il y a un problème de remettre tout cela en cause et sans toutefois, disons, se dire que ça ne sert à rien, qu'on n'a plus le droit d'en utiliser, mais remettre ça en cause dans le sens de faire un peu comme pour dire que c'est seul l'essentiel qui doit être à notre disposition mentale, parce qu'on peut avoir des choses, mais les utiliser à des fins utiles, avec pour finalité que ces choses-là nous servent aussi dans notre évolution spirituelle. Mais si par exemple on a des choses, prenons par exemple quelqu'un qui a une voiture qui quelque part n'est pas un outil pour joindre deux bouts, mais qui devient quelque chose, c'est pas moi, d'arrogance, quelque chose pour montrer qu'on est mieux que les frères, les sœurs, les membres de votre famille ou bien des gens de votre communauté qui n'ont pas de voiture. Vous êtes le seul dans un village, vous avez un véhicule. Alors vous parfois vous ne faites plus des tours dans le village, de maison en maison lorsque vous avez besoin de quelque chose ou bien de prendre un pot du vin de palme avec des frères. Vous venez en voiture. Partout, ça dit que vous aviez changé de mode de vie, vous ne parlez plus aux gens comme avant. Il y a quelque chose finalement par rapport à cette influence du matériel sur soi. Alors professeur, qui sont concernés par
cette remise en question? Est-ce les gouvernants ou alors c'est chacun de façon individuelle qui devrait trouver le moyen de faire son introspection? Alors chacun devrait faire son introspection d'abord, parce que ne comptons pas sur les gens. Nous n'avons rien à voir avec ce qu'il y a comme organisation mondiale. Si tu envoies un enfant à l'école et que tu lui dises, comme les Noirs disaient souvent, va à l'école sinon tu ne seras rien, alors vous prenez des responsabilités dans la formation de cet enfant par rapport au genre d'école qui favorise la tricherie, la jonglerie et qui met le diplôme en exergue comme but à atteindre et qui fait en cet enfant quelqu'un qui doit absolument atteindre ce but, c'est-à-dire avoir ses papiers par tous les moyens. Alors, à partir de là, il ne saura pas utiliser l'outil que vous avez mis à sa disposition, c'est de la formation scolaire que vous avez donné, lui avez donné la chance de faire. Il y aura un problème. À partir de là, vous avez une part de responsabilité sur son comportement. Mais si vous lui dites, bon, écoutez, je vous envoie à l'école pour aller voir ce qui se passe là-bas, sachez que vous êtes intelligent, vous êtes pareil comme les autres, vous êtes capable de beaucoup de choses, même sans avoir été à l'école ou sans partir à l'école. Mais je voudrais que vous y alliez pour que vous voyez qu'est-ce qui se passe là-bas et que vous preniez ça pour ajouter quelque chose dans votre intelligence. Alors, à partir de là, l'école se fait comme un outil, mais ça ne se fait pas comme une fin en soi, comme un outil, parce que là, le chômage n'existera pas chez l'enfant là. Il aura appris des bonnes leçons de l'école jusqu'à savoir qu'est-ce qu'il y a de bon ou de mauvais à l'école. Mais s'il va falloir qu'il fasse tout pour qu'il vous présente sa capacité d'avoir les diplômes et qu'il le fasse par tous les moyens sans que cela ne soit nécessaire pour son cerveau, alors il aura quelque chose qui ne va pas marcher dans sa vie. Et là, on a beaucoup de gens comme ça de nos jours, surtout en Afrique, qui ont des diplômes sans être intellectuels. Alors ça, c'est pas celui qui a organisé l'école qui a un problème. C'est vrai, lui, il a organisé l'école pour un programme. Et ce programme, c'est pour contrôler les cerveaux des gens. Mais il n'a pas obligé à ce que ton cerveau soit contrôlé par ces programmes. Parce que, à supposer que l'enfant échoue toujours aux examens, jusqu'à ne pas avoir le niveau de baccalauréat, au moins. Peut-être il s'arrête au niveau du probatoire, comme dans le cas du Cameroun, où il y a un diplôme tampon à obtenir afin de passer au bac. Et souvent, il y a les gens, ils font baccalauréat à 50 ans, sans suite, et du moins probatoire. Autant d'années que possible. D'autres vont faire le droit simplement parce que là-bas, de ce côté, on peut y aller en capacité de droit, il n'y a pas assez de matière. Et puis avec la capacité, on peut acheter des unités de valeur au niveau de l'obtention de sa licence. Et puis bricoler n'importe quoi pour obtenir le doctorat et devenir même professeur de quelque chose en droit. Alors, il y a ce genre de situation et ces gens-là ne peuvent pas représenter une valeur pour l'Afrique, dans aucun pays du monde. Mais ils sont parmi les gens, et ils sont même des gens qui, quelque part, dans la mesquinerie qui est la base même de leur vie, peuvent se retrouver à un niveau où ils comprennent même mieux la société. Parce que prenons par exemple le cadre juridique. Tout est milli-milo dedans. Alors si tu es malin de naissance, tu fais droit, tu t'en sors. Parce que c'est le monde des malins. C'est comme ça aussi le cadre politique.
En politique, on n'a pas besoin que tu aies fait l'école pour devenir président de la République. Hein? N'importe quel badaud qui sort de nulle part entre en politique, soit par le fait mania, il obtient suffisamment d'argent, il se retrouve soit député, soit c'est pas moi quoi, et puis il avance comme ça, paf, le voilà président. Alors c'est sur cette base-là que le monde se retrouve aujourd'hui, où est-ce qu'il faut donc croire aux gouvernants pour sa spiritualité, pour sa vie spirituelle? Non. Chacun doit se mettre en tête que sa vie spirituelle dépend de lui. Et que la spiritualité est un chemin qui conduit à la divinité. Et si on veut devenir divin, on n'a pas à se mêler des problèmes politiques, on n'a pas à se mêler des problèmes qui vont dans le sens d'une certaine hégémonie impérialiste, de domination de l'homme par l'homme. On doit défendre sa position d'être humain qui doit vivre pendant un temps et mourir, donc transiter. Parce que si on veut simuler des choses de ce monde comme si on va caler dans ce monde, c'est qu'on a du tort à ne pas comprendre que il y a toujours des gens qui transitent sous nos yeux. Et que si on ne veut pas le comprendre, alors on va se mêler des gens qui vont essuyer une mort, ne serait que suite à une pandémie. Ou alors vont voir des gens mourir autour de soi par rapport à une situation épidémique, d'une certaine épidémie, quoi. Voilà. Alors pour ça, vous parlez de faire chacun son introspection. Mais comment est-ce que notre introspection individuelle pourrait arriver à mettre fin, alors à barrer le chemin à la pandémie qui est mondiale? Alors notre introspection individuelle ne nous permet pas d'agir, c'est-à-dire notre travail de spiritualisation de notre être ne nous permet pas d'agir facilement pour un grand nombre de gens, mais nous permet quand même d'agir non seulement pour nous-mêmes, mais pour d'autres. Prenons par exemple en temps d'épidémie, certaines personnes transmettent la maladie à d'autres. Cela est une situation déplorable, malgré que ces personnes-là ne le font pas exprès. Parce que tous ceux qui ont été contaminés par quelque chose ou par quelqu'un. Par quelque chose, c'est le début de la contamination. Quelque part, c'était pas peut-être une contamination au début, parce que moi je dis, compte tenu des suppositions, de tout ce qui se rapporte sur la toile, on se retrouve que le début de ça s'est passé à l'insu de quelque chose par rapport à l'entendement de l'homme. Mais peut-être que ça a commencé quelque part. Je dis bien peut-être, mais c'est pas peut-être, parce que pourquoi je dis peut-être? Parce que la presse officielle, qui se veut être la presse occidentale, celle qui nous permet de bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire le français, la presse française, d'une part la presse anglaise, elle est une presse d'une certaine hégémonie. Elle est une presse des normes préétablies pour la conduite de l'homme dans le domaine de la science, par exemple, dans le domaine spirituel et tout, par rapport à cette hégémonie. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout ce qui se dit dans cette presse, c'est ça qui est officiel. Voilà. Alors, ce qui veut dire encore quoi? Ce qui veut dire que dans le cadre de ce qui se dit, on n'a rien à dire. C'est-à-dire, si on parle de confinement, tout le monde doit se confiner. Si on dit les masques, tout le monde doit avoir les masques. Si on dit lavage de mains, tout le monde doit avoir à se laver les mains. Il n'y a pas un questionnement, il n'y a rien à dire. Alors, tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui sont sous la domination de cette hégémonie doivent se conformer. Et là, on va voir que seuls les pays d'Asie
qui ne sont pas strictement influencés. Parce que la Corée ne fait pas les mêmes choses que la France. La Chine non plus, par où on pense que l'épidémie a commencé. Mais sauf que les Européens disent que les Chinois ne savent rien en science. C'est pourquoi l'épidémie a commencé par eux, parce que ce qu'ils voulaient faire, n'ont pas réussi à faire ça. C'est eux qui disent ça. Alors, qui va dire le contraire quand ils disent une chose? Ils sont toujours en train de dire qu'ils forment les gens partout. Bon, mais c'est malheureux. En Asie, c'est eux qui ont colonisé les Asiatiques. En Afrique, c'est eux qui nous ont colonisés. Et en Amérique, ils ont même exterminé toute une race. Mais le monde n'est jamais heureux. Eux qui sont des civilisateurs, eux qui sont des personnages d'une hauteur scientifique hors pair, n'ont rien apporté à l'humanité de favorable. Parce que partout où ils passent, le malheur suit. Alors maintenant, ils vont dire il n'y avait pas telle chose dans votre continent avant et tout. Mais ils ne trouvent pas que les gens qui vivaient par rapport à la nature sont mieux. Je ne crois pas qu'un chien dans la brousse va aller chez le vétérinaire pour prendre une perfusion. Hein? Il va cueillir des feuilles pour se soigner. Parce que le chien éduque son enfant. L'éducation veut dire initier quelqu'un, initier sa progéniture. Qu'est-ce que nous gagnons dans une forme d'enseignement sans que ça soit éducationnel, initiatique, mais un enseignement de la masse? C'est la même chose qui se passe lorsque il y a une situation épidémique comme on est là maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ne perdons pas le temps, soyons les gens. Faites des propositions, soit en pharmacologie du domaine africain ou du domaine européen. Mais on oublie une chose, c'est que cette épidémie peut aller et revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce qu'on n'a pas cherché la cause de ce qui se passe, que ça pourra revenir. Par exemple, cette épidémie d'ici 3 mois en Afrique, on n'en parlera plus. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que sera ailleurs, mais on peut continuer à en parler si les Africains se laissent vacciner. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de chercher quelque chose à la base de quoi la cause est venue, non, on dit il y a le sida. On ne sait pas si c'est un empoisonnement de la masse, comme ça en a eu le cas. C'est révélé aujourd'hui. On en a fait une pandémie alors qu'on a empoisonné les Africains. Alors, nous sommes donc dans la situation de Covid-19. C'est la même chose. Il y a une pandémie, barrons la voie à cette pandémie. Ok. Alors maintenant, il faut qu'il y ait des comités de réflexion et de manière scientifique, parce que là, on n'a pas affaire à une certaine science, sans conscience. Mais de manière scientifique, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que nous avons à nous reprocher, parce que le corps médical officiel en France se bat maintenant. D'aucuns disent que la chloroquine et l'autre produit sont des produits toxiques et peuvent même arrêter le rythme cardiaque. On essaie d'expliquer des mécanismes qui peuvent se produire en buvant ces produits. Alors, la personne qui défend ces produits dit non, ce produit on en boit depuis la nuit des temps et tout. Pendant ce temps, les notices dégagent la toxicité du produit et tous les produits, tous les médicaments. D'ailleurs, dans ces débats, on a découvert beaucoup de choses. Moi, je ne savais pas, en tant que quelqu'un qui fait dans la médecine alternative, je ne savais pas que ce qu'ils font dans la médecine chimique, dont l'allopathie, avait la connaissance que les produits, tout médicament est toxique. Je ne le savais pas. C'est maintenant que je l'écoute. J'écoute dire ça. Dans la défense d'un camp, vis-à-vis de l'attaque de l'autre camp, quelqu'un dit, bon, mais écoute, la médecine n'est pas une science, c'est un art.
Alors donc parfois il faut faire ce qu'il faut faire pour atteindre un objectif en attendant. Et en attendant quoi? En attendant, il y aura des cures de détox qui permettraient ou qui vont permettre à ce que les excipients ou les composants des excipients qui sont non biodégradables et qui seraient restés dans le corps pendant le pilonnage qu'on aura fait sur la masse, soit en les vaccinant, soit en leur donnant un traitement qui les ramène à la vie. Est-ce qu'on va donc faire des cures de détox de manière naturelle? Parce que souvent, moi, j'entends dire qu'on fait une cure de détoxication avec des produits qui intoxiquent également. C'est comme vous avez besoin de tuer des cellules cancérogènes, mais vous utilisez la chimiothérapie. Alors pour ça, on va proposer à nos téléspectateurs une vidéo et on va revenir juste après pour la suite de notre émission. Un déchirement des scientistes français. Suivez attentivement ce déchirement des médecins français. Cette France qui prétend éduquer l'Afrique, à écouter cela, on dirait que tout est mis à nu. On a raison de croire que la médecine dans le milieu occidental se fait sur la base d'une science sans conscience. Oui. Que la science des hôpitaux a raison de fonctionner sous l'égide de l'obligation des moyens et non du résultat. Ceux-ci forment un groupe des scientistes et non des scientifiques diplômés pour promouvoir les produits des firmes pharmaceutiques, médicaments, vaccins, bistouris, etc. Devant un moindre cas sérieux, ces médecins de l'Occident sont intellectuellement incapables de proposer une solution thérapeutique qui leur soit propre et fiable. Pour soigner, ils sont obligés de faire recours aux médicaments des industriels, alors que ces derniers ne sont que des hommes d'affaires chimistes et autres, et non des médecins. On tend à ignorer que pour vendre, il faut parfois un petit mensonge et on doit s'attendre ainsi à un marketing qui passe par l'apeurement des médecins d'abord, puis de la masse populaire. Du coup, on comprend pourquoi devant une certaine maladie ou pandémie, même les médecins sont amèrement exposés. L'interlocuteur à moi, c'est un chercheur du CNRS, je vous en ai parlé hier. J'ai eu une étude juste avant de rentrer ici sur ce studio qui semble prouver qu'il n'y a plus de virus, pratiquement plus de charge virale, la concentration virale, chez les gens qui sont en réanimation, qui sont intubés. C'est plus le problème du virus, c'est le problème de l'inflammation, un emballement inflammatoire. Et là, la chloroquine peut être efficace. Mais si vous la prenez avant ces complications, vous empêchez l'organisme de réagir contre le virus. C'est ce que le gouvernement a préconisé en autorisant l'utilisation. Les malades, au moment où ils ont une insuffisance respiratoire, au moment où ils rentrent en réanimation, en réalité, ils n'ont presque plus de virus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc, c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, ou qui commencent à s'aggraver qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, c'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant, et de plus en plus. Mais comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle et qui va rester un mois en réanimation? C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et Parce que finalement, ces gens qui ont été testés positifs et qui vont prendre la chloroquine, ils vont la prendre à un moment où ils n'ont peut-être pas de symptômes. Peut-être même vont-ils la prendre pour faire de la prévention. Or, l'hydroxychloroquine est un médicament, comme l'a dit Roselyne Bachelot hier, tout médicament efficace a une certaine toxicité. On sait que l'hydroxychloroquine, par exemple, va allonger, vous voyez ce que c'est qu'un électrocardiogramme, les tracés. C'est la conduction de l'influx nerveux qui va aller d'une partie à une autre du cœur pour que les contractions se fassent dans le bon sens et que le sang aille vers les artères. Il se trouve qu'avec ce médicament, on peut avoir un allongement de la conduction au sein du cœur. Un allongement entre deux parties de ce graphique. Et ça peut entraîner des arrêts cardiaques. L'antibiotique qui est associé. Et c'est pour ça que les gens disent aujourd'hui, bon, si on peut pas faire autrement, mais on n'a rien d'autre. Donc faisons-le, c'est pas très grave. Ou ça marche pas. Mais si ça marche pas, et même si ça marche, il peut y avoir des complications. L'antibiotique qui est associé à la chloroquine, l'azithromycine, c'est quand je vous dis je vais vous donner un antibiotique, vous êtes infecté.
il marche pas. Bon, je vous change d'antibiotique 8 jours après. Mais non, mais l'azithromycine, elle entraîne aussi les mêmes problèmes cardiaques que la chloroquine, et vous allez ajouter. Donc finalement... Pour la toxicité, là aussi, le monde devient fou. Je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, a donné le feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, pour mettre les choses en perspective. Hein. L'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas l'équivalent en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a 1 personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Donc, si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment... Et alors, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, hein, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle on fait des électrocardiogrammes, et surtout le dosage du potassium, parce que quand le potassium est bas, il y a un danger. Ça correspond plus à des gens qui ont des multiples maladies et de multiples médicaments, et plutôt ceux qui sont dans une phase... très grave en réanimation, dans lequel les choses deviennent compliquées, mais en même temps, on les détecte très facilement dans ces conditions, les allongements électriques qui précèdent la torsade de pointe, et ça se traite par du magnésium intraveineux très bien aussi. Donc encore une fois, c'est juste des fantômes que l'on agite là. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin de mettre que l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes, des gens qui mangent ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Hein. Quand on est découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être qu'un jour on le saura. Mais Alors, professeur, on nous présentait là une vidéo sur le déchirement des professeurs et autres français. Alors, de quoi en est-il exactement, professeur? Alors là, quand il faut se mêler à ces débats, hein, parce que là, il faut que l'Afrique aussi ait son mot à dire. Il faut se mêler à ces débats. Nous qui faisons dans la médecine alternative, ces débats-là ressemblent un peu au même problème qu'il y avait en France au temps de Claude Bernard, qui n'était pas d'accord avec l'arrivée des propositions de Louis Pasteur. Alors, Claude Bernard disait que le microbe n'est rien, c'est le corps qu'il faut suivre. Il faut chercher à comprendre le problème. Alors, ce discours n'a pas exploré parce que ça n'a pas rapporté de l'argent. La microbiologie versée dans la fabrication de choses qui sont vendables et qu'on peut attaquer les microbes quelque part, par moment même, en détruisant l'organisme. Alors, ça s'explique que dans notre organisme, nous avons des microbes, des bactéries. Ça fait partie de notre système défensif. Le débat que nous venons de suivre là, l'un dit qu'en attaquant le virus par le biais du fait qu'on est testé positif, on empêche à l'organisme de réagir. Voilà. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction de l'organisme sera portée sur le plan immunitaire. Par contre, l'organisme a ses virus, a ses bactéries, qui sont, par exemple, au niveau du côlon, tout le monde le sait, en des milliers, qui sont en quelque sorte l'autre gamme de cellules qu'on appelle les prokaryotes, qui agissent comme des soldats pour la défense de l'organisme et qui font partie de ce champ du travail immunitaire. Alors maintenant, s'il faut, on déteste une personne, on ne donne rien. C'est bon. Ça ressemble un peu au discours de la médecine alternative. Mais sauf que quand on détecte une personne, peut-être la situation est asymptomatique, d'accord? Ou peut-être ça ne va rien produire, c'est-à-dire la personne ne fera pas la maladie. Bon, on dit, dans les milieux, on dit que mais la personne peut contaminer les autres, même si elle-même ne fait pas la maladie. Alors là, on se retrouve dans une
situation où il faut maintenant qu'on apporte une proposition. Le tout n'est pas de critiquer. Alors, on ne va pas donner des produits à quelqu'un en attendant que son corps réagisse. Et si son corps, dit l'autre, réagit de façon à ce qu'il y ait une emprise, parce que tout le monde dit que quand ça atteint un niveau, ce n'est plus les anti-rétroviraux ou bien les anti, c'est pas moi quoi, qu'on va utiliser cette fois-là, c'est la réanimation. Bon, c'est ce qui veut dire qu'il faut attaquer les virus aussitôt que c'est possible. Alors, maintenant, au niveau des réanimations, les gens sortent miraculeusement. Pourquoi? Parce que on n'a plus rien qu'on attaque avec des médicaments. C'est un discours un peu incongru qui dégage un tâtonnement quelque part. Parce qu'il faut que les gens souffrent à m'écouter, qui souffrent aussi à écouter une autre façon de lire l'organisme. Hein? On ne peut pas dire aux gens qu'il y a des microbes et que ces microbes ne peuvent être attaqués que lorsqu'ils réagissent et qu'après, on ne peut plus rien, lorsqu'il y a embrasement. Alors, on ne peut plus rien. On t'envoie en animation et puis on met les dispositifs respiratoires et tout. Entre-temps, tu attends la mort ou tu vas survivre par chance, disons-le comme ça. Pourtant, dans la nature, il y a des méthodes pour réguler, d'une part, l'excitation, parce que si le travail du système défensif qui passe par les prokaryotes ne se fait pas normalement, simplement parce que le taux de vitalité dans l'organisme n'est plus bon. S'il est bon, vous avez un virus, c'est rejeté, c'est repoussé directement par le biais du fait que votre organisme est bien aguerri par rapport à son système défensif. Alors maintenant, si plutôt le virus trouve une réponse favorable par le fait que et les prokaryotes et les eucaryotes sont soit devenus les amis des virus. La maladie arrive, le développement de la maladie arrive, dans le sens que la respiration commence à faire un problème, la fièvre monte, du moins le mécanisme du paludisme que tout le monde connaît, c'est ça qui est collé derrière Covid-19. On comprend pourquoi le médicament du paludisme est plutôt recommandé. Puisque les Européens, pour venir en Afrique, on leur donnait des gadgets, de ces chloroquine et tout, pour prévoir, pour prévenir ou pour se prémunir contre le palud. Bon, d'aucuns disent que mais pourquoi on a toujours utilisé ces produits et aujourd'hui on l'accuse? Alors, pourquoi même aller à l'école pour dépendre d'un système? C'est quelle école ça? Parce que ça ne se comprend pas. Vous êtes professeur agrégé en médecine, mais vous dépendez des gens qui sont des fabricants des gadgets moyennant de l'argent, simplement parce que c'est eux qui vous donnent les moyens d'agir. Et comme pour dire quoi? Comme pour dire que votre école, c'est quoi? Vous êtes des facilitateurs d'achat des produits, hein? Ou bien de l'information à donner sur le produit, parce que là maintenant, la chloroquine a pris de l'ampleur. Tout le monde la connaît, même ceux qui l'avaient oublié la connaissent. Donc, le problème qui se pose, les industriels sont a priori des chimistes. Ils ne sont pas des médecins. Ils embauchent dans leurs affaires, comme ils sont des hommes d'affaires, des gestionnaires qui doivent faire du job pour gagner de l'argent. Si vous travaillez, on veut voir la rentabilité de l'usine, hein, de la firme pharmaceutique. Si la rentabilité n'est pas bonne, on vous remercie. On n'a jamais fait les tests pour savoir que le produit qu'on a eu une grosse rentabilité derrière ça, ça a intoxiqué combien de gens? Comme un travail concernant directement l'industrie. De un. De deux, les industriels ne viennent pas nous dire, hein, ou ne viennent pas parler de leurs produits, hein, sur des plateaux de télévision. C'est des gens qui sont supposés être disposés pour aider les gens.
dans leurs maladies, dans leurs problèmes. C'est eux qui défendaient la cause des produits fabriqués par d'autres gens. Et ceci est très grave en Afrique. Parce que nous, on ne défend pas la cause même des produits fabriqués par nous-mêmes. Comme pour dire que c'est notre environnement qui est pourvoyeur de ces firmes pharmaceutiques. C'est des produits venant d'ailleurs qui sont défendus mordicus et qui sont tellement défendus qu'il en est même interdit d'en dire autrement. Alors, professeur, en tant que vous avez parlé tout à l'heure de la médecine alternative et bien sûr, avec cette casquette de métaphysicien que vous avez, qu'est-ce que vous proposez dans ce grand débat, chloroquine, pas chloroquine? Alors, je propose qu'on révise l'école. Le système scolaire est malade. Parce que le module de formation en médecine doit cesser d'être sous la dépendance de ce qui serait l'obligation de moyens non du résultat. Ça doit être fait dans le cadre d'obtenir le résultat. C'est-à-dire, le médecin doit être formé pour qu'il ait une connaissance parfaite du vitalisme. Du vitalisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit savoir qu'est-ce que c'est que la vie. C'est-à-dire à partir de quel moment il faut défendre la vie des cellules. Parce que, en fait, si le biologiste fait quelque peu ce temps qu'il peut à étudier, où la biologie essaie de donner des informations sur la vie d'une cellule. Mais on est allé très loin en médecine où il n'y a pas que l'être vivant cellule. Il y a les virus qui sont des êtres finalement vivants. Malgré qu'au départ, on nous faisait comprendre qu'un virus ne mangeait pas, ne respirait pas, ne bougeait pas. Bon, mais aujourd'hui, on ne sait pas comment, par le biais de quel genre de mécanisme les virus ont aujourd'hui pu obtenir des noyaux avec une vie qui permet d'attaquer des cellules et puis prospérer dans l'organisme. Donc il y a des choses. Il faut qu'on révise le système scolaire et il faut que le pharmacien et le médecin fassent la même étude. Il faut que le biologiste soit enseignant. Il faut que tout cela soit porté vers la science. Parce que c'est à travers la science qu'on va s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir sur une certaine forme de science qui a beaucoup plus privilégié la consommation des médicaments. Mais là, professeur, c'est le long terme. Maintenant, on parle, maintenant, il y a un souci avec quelle est la molécule qui pourrait venir à bout de la pandémie qui sévit actuellement. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, pour que je ne tombe pas dans les critiques observées ici et là. Alors, nous proposons que au niveau de la respiration, qu'on diminue l'acidose, le taux d'acidité, pour que l'acidose respiratoire ou pulmonaire, plus précisément, puisse ne plus avoir de l'impact. Là-dedans, il faut utiliser tout ce qu'il y a comme produit à base des essences des plantes. Il y en a l'eucalyptus, il y a la menthe, qui donne de très bons résultats. Que ce soit même les feuilles d'eucalyptus et les feuilles de la menthe, pris en inhalation, ça donne de très bons résultats pour diminuer le taux d'acidité, accompagné par des petites plantes, disons, des petites recettes tout autour du citron et du gingembre. Toutefois, ces deux choses peuvent être mélangées. Maintenant, au niveau de l'acidose métabolique, il faut d'abord purifier le tube digestif. Parce que si le tube digestif d'un malade ou de n'importe qui est purifié, c'est-à-dire si par voie buccale, on fait boire des composants comme des basiliques sauvages au citron avec le sel gemme,
en des quantités allant d'1 litre à près de 2 litres à chaud pour un petit temps, comme pour dire toutes les 1 heure d'intervalle on prend un verre, jusqu'à provoquer un drainage par voie anale et que directement qu'on fasse directement un lavage toujours par voie anale en utilisant l'oignon et le citron dans 2,5 litres d'eau, tout juste après, où on aura mis le bicarbonate de soude, où on aura mis l'huile d'olive. Là, je parle à l'international, je n'africanise pas la chose pour que les gens ne se retrouvent pas, parce qu'il y a plein d'autres choses que des arbres que nous avons à notre disposition qui peuvent baisser la fièvre lorsqu'elle est là. Alors, à partir de là, on aura déjà pu se prémunir de la suite de la maladie. Nous, on a fait ces essais sur certaines personnes. On a constaté que malgré qu'ils étaient positifs et en étant en début de la maladie, ça n'a pas continué. J'ai bénéficié, les gens qui ont eu à bénéficier de ces recettes sont des gens qui m'ont appelé au téléphone. Bon, maintenant, si vous développez une fièvre, il y a l'hydrothérapie qui passe par des bains de vapeur. Les bains de vapeur, c'est qu'on chauffe l'eau avec un conditionnement basé sur des plantes. Et là, maintenant, on peut utiliser des chiens dans ce qu'on appelle communément le sissongo et tout, bourrer la marmite avec beaucoup de feuilles et mettre cette marmite au feu jusqu'à ce que ça boue. Et puis vous prenez cette marmite, je parle de ceux qui veulent aller dans la direction d'agir parce qu'ils pensent que, du moins, ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent rien faire d'autre que d'agir par eux-mêmes. Parce que ceux qui doivent aller à l'hôpital, je ne les demande pas de ne pas aller à l'hôpital. Ils n'ont qu'à aller à l'hôpital. Mais ceux qui peuvent faire quelque chose par eux-mêmes. Alors, lorsque vous êtes sous la couverture avec cette marmite, et vous ouvrez la marmite petit à petit, la vapeur monte sur vous, vous transpirez énormément jusqu'à obtenir, à partir du bas de votre menton, le plein de la transpiration au creux de votre main, sans avoir peur de vous déshydrater. Parce que c'est des choses que la médecine officielle attaque. Bon, ils ne proposent pas des choses, mais ils sont là pour attaquer les choses que les gens proposent. Alors, maintenant, votre sang sera libéré des parasites ou des déchets qui auraient dû faire corps avec le virus, et le virus se retrouvera dans l'impasse. Et là, directement, pour fluidifier le sang, pour qu'il circule très bien, il faut directement se laver à grande eau, des températures de l'air ambiant pendant 2 minutes. Et vous vous habillez, vous allez voir que la fièvre va chuter directement. Et attendre à ce que ça recommence le lendemain, vous faites la même chose. Alors, on a une vidéo qui nous présente un médicament qui a été trouvé du côté du Madagascar, je crois. Je vous laisse suivre la vidéo et on revient juste après pour la suite de l'émission. Un exemple qui vient de la Chine et de l'Afrique. Voici ce qu'on attendait de l'Occident comme exemple dans cette vidéo ci-après. Il n'a qu'à copier cet exemple venant de la Chine, puis de l'Afrique et qu'il cesse de dire n'importe quoi. La science ce n'est pas les théories pour le baccalauréat, mais elle passe par l'observation, l'expérimentation et le résultat concret et formel. Que l'Occident cesse de passer pour donneur de leçons. En toute humilité qu'elle reconnaisse cette fois-ci qu'il est le maître du monde par rapport à la brutalité et non par rapport au savoir. Qu'il arrête de vouloir toujours faire fonctionner une science qui ne tient la route que par imposition. Et que les industriels des firmes pharmaceutiques et agroalimentaires cessent de tourner le monde entier en rond à cause leur quête de gains inhumanitaires qui l'humanisent pourtant. Ils ne savent malheureusement pas qu'ils jouent contre les forces divines et que cela ne saura demeurer éternellement. Aussi, il y a lieu qu'ils doivent savoir qu'on comprend déjà leur sale jeu, surtout que toutes les maladies ne sont pas le sida, sinon Covid-19 en a prouvé le contraire, n'est-ce pas ?
Les médecins chinois ont une nouvelle arme dans leur lutte contre la maladie. Ils utilisent une panoplie de techniques transmises par leurs ancêtres depuis des siècles. Nous croyons que la médecine traditionnelle chinoise fonctionne très bien dans le traitement du coronavirus. Il est essentiel d'intervenir rapidement face à la maladie, afin d'empêcher les symptômes mineurs ou même légers de s'aggraver. L'hôpital de M. Li applique un traitement de la médecine traditionnelle chinoise à presque tous les patients atteints du coronavirus. Certains traitements peuvent réduire la toux et la fièvre, tandis que d'autres peuvent renforcer le système immunitaire. Certains ont été modifiés à partir de prescriptions vieilles de 700 ans. Il y a 8 herbes dans cette prescription. C'est ce qu'on appelle de la poudre protectrice de jade. Ses principaux effets stimulent l'énergie vitale, renforcent la résistance, dissipent l'humidité et désintoxiquent. Ceci peut aider une personne à repousser les agents pathogènes provenant de l'extérieur, y compris le coronavirus. M. Li dit que le public considère souvent la médecine traditionnelle chinoise comme étant simplement un simple régime. Mais le fait est qu'elle traitait les maladies mortelles bien avant que les médicaments occidentaux n'arrivent en Chine. Madame Yang, une patiente âgée de 56 ans, croyait il y a 3 semaines qu'elle allait mourir. J'étais dans un état grave quand je suis arrivée ici. Je pouvais à peine marcher. Ma colocataire a dit que j'allais l'air terrible, comme si j'allais mourir. Une semaine seulement après avoir reçu le traitement de médecine traditionnelle chinoise, Madame Yang a senti que son état s'améliorait de jour en jour. J'ai été ramenée à la vie et à la santé. J'apprécie vraiment les médecins et les autres employés de l'hôpital. La médecine traditionnelle chinoise m'a été d'un grand secours. Les médecins disent que dans de nombreux cas, lorsque les traitements de la médecine traditionnelle chinoise sont appliqués, les symptômes des patients s'atténuent et leur rétablissement s'accélère. L'effet le plus significatif est de passer du positif au négatif le plus vite possible. Il est également plus facile pour les patients de cracher le flegme pour décongestionner les poumons. Pour faire baisser la fièvre, d'habitude, après avoir pu les potions, très peu de patients semblent voir leur fièvre perdurer. L'hôpital a reçu plus de 600 patients atteints du coronavirus depuis le début de l'épidémie. Plus de la moitié d'entre eux sont revenus à la santé et ont été libérés. Le directeur Li dit que jusqu'à présent, il n'y a pas de médicaments ou de vaccins spécifiques disponibles. Jusqu'à présent, la médecine traditionnelle chinoise demeure une bonne option pour la Chine et le reste du monde. IMRA, Institut malgache de recherche appliquée à Varbujaitos, qui a été présenté officiellement ce 20 avril le Covid Organics ou CVO. Ce médicament, proposé sous 3 formes, liquide, tisane ou décoction, est présenté par les autorités malgaches comme étant la meilleure arme pour prévenir le coronavirus. Tous les essais et tests de ce premier remède ont été menés et son efficacité dans la réduction et l'élimination des symptômes a été prouvée pour le traitement des patients atteints du Covid-19 à Madagascar. Le Timbrave CVO est un médicament à base d'artémisia, une plante qui a déjà fait ses preuves dans la lutte contre le malaria par le passé. Les chercheurs malgaches y ont ajouté d'autres plantes pour en améliorer l'efficacité. Le Covid Organics sera très prochainement distribué à toutes les familles malgaches afin que ces derniers puissent se prémunir contre le coronavirus, devait indiquer le locataire Diavlo. On en distribuera aussi à tous les élèves qui reprendront les cours mercredi prochain. Présentée sous différentes formes, cette préparation sera mise en vente à des prix très accessibles. Le chef de l'État confie pareil. Les prochains jours, je veux vous dire tout simplement que tous les produits qui sortent de l'IMRA ont été donc déterminés, leur toxicité, aussi les effets secondaires, leur dose et en même temps aussi donc la forme d'administration. Donc ces médicaments ont été analysés. Donc s'il y avait du risque, comme vous le savez très bien, l'artémisia a été déjà utilisé depuis des millénaires. Ce qui veut dire que s'il y avait eu des effets secondaires et puis des effets donc toxiques, dans ce cas-là, ça aurait été écrit. Et jusqu'à présent, vous n'avez pas vu dans la littérature scientifique qui proclame que l'artémisia présente des effets secondaires. Le président Yann Radzuel fait par ailleurs savoir. On nous présente là la Chine qui arrive à traiter des malades avec la médecine traditionnelle chinoise, et ensuite le président malgache qui fait l'éloge d'un médicament d'un remède qui a été mis sur pied par les malgaches et apparemment qui marche. Alors au Cameroun, malheureusement jusqu'ici,
On n'a pas... On attend des propositions. J'ai appris par devoir autorisé au ministère de la Culture, qui a pris la charge de s'occuper de la médecine traditionnelle, en quelque sorte. Alors, c'est un balbutiement qui, quand même, nous pensons que ça ne va pas rester sans produire d'effet. J'entends par un balbutiement, c'est que les autorités devraient, comme quand ils ont besoin d'impôts, ils vont partout pour trouver qui doit leur donner de l'argent. Mais quand on a besoin, parce qu'on ne devrait pas attendre le temps d'épidémie pour pouvoir savoir que la médecine traditionnelle du Cameroun existe. Parce que les autres n'ont pas attendu l'épidémie. La Thémisia existe depuis dans les pays et ils en utilisent pour le paludisme. Il y a un médecin au Congo qui a eu même des problèmes et l'OMS a interdit et que les recherches soient approfondies vis-à-vis de ces médicaments. On a failli peut-être créer de l'ordre de ces médecins. Parce que le business ne va pas avec les choses qui viennent d'Afrique. Le business, ça va bien avec les choses de l'Occident. Voilà. Même les choses qui viennent de l'Asie n'intéressent pas le bon business. Voilà. Alors donc, je pense que cette fois-ci, c'est la meilleure. Il faut qu'on s'en sorte et qu'on commence à penser à un Cameroun qui peut s'occuper de ses enfants. On vient nous donner de l'argent, on doit venir nous donner de l'argent, ou on va nous donner de l'argent, ou quoi. Parce que nos toitures brûlent. Mais les gens qui nous donnent de l'argent, nos toitures ne sont qu'en train de commencer à brûler peut-être. Mais les toitures, c'est complètement foutu. Comment tu peux avoir tes enfants, c'est le voisin qui les nourrit. Et un voisin lointain, d'ailleurs pas même le voisin, une personne qui a empêché que tu bâtisses bien ta maison. C'est lui qui vient nourrir tes enfants, les soigner. Et c'est lui qui te montre le chemin qui conduit pour prier ton Dieu. Et c'est lui... Mais non, mais il y a quelque chose qui ne va pas en Afrique, en fait. Donc je pense que le Cameroun, comme tous les autres pays d'Afrique, et avec l'exemple de Madagascar, et avec ce que la Chine est en train de faire comme travail de fond en utilisant sa médecine traditionnelle comme pilier. Parce qu'il y a, dans cette médecine, ils ont même fait une soupe avec 3 plantes médicinales qu'on fait boire aux malades à la place de l'alimentation normale, qui favorise le rétablissement, du moins l'élimination de l'acidose, qui rétablit l'équilibre acido-basique de l'organisme facilement. Parce que en fait, c'est de ça qu'il est question. Voilà. Alors, mais professeur, tout à l'heure, vous parlez de balbutiement. Le balbutiement vient de qui? Est-ce de votre côté qui devrait proposer quelque chose, comme on a vu à Madagascar, ou alors du côté du gouvernement? Ah, mais non, mais on ne nous a pas dit qui a proposé. On a vu un président de la République présenter les prouesses des gens de son pays. Ça veut dire que c'est un travail de fond qui a été fait depuis, et qui donne le résultat aujourd'hui en toute fierté au président de ces pays-là. Moi, j'ai expliqué une fois que j'ai essayé de me proposer dans le registre du sida. Rien. On ne peut pas passer tout son temps à courir après les gens qui, quelque part, ne sont pas intéressés par les choses de leurs ancêtres. Bon, maintenant, je pense que si l'exemple vient de la Chine, vient de Madagascar, nos propositions seront donc reçues. Mais moi, je dis toujours, il n'y a pas de bonne proposition à faire s'il n'y a pas la doctrine, disons, de la doctrine thérapeutique, c'est-à-dire la redéfinition des maladies. Parce que lorsqu'on prend le dictionnaire médical,
Il y a plein de définitions là qu'il faut seulement barrer. On ne va pas s'accrocher sur les choses que les autres ont fait. Faisons nos choses aussi. Donc ça veut dire que d'ici les jours à venir, on pourrait s'attendre que le ministère de la Culture proclame... réunisse les forces vives du domaine de la médecine, tant alternative que traditionnelle. Pourquoi j'utilise le mot alternative? Il y a des gens qui ont étudié en médecine officielle et qui ont étudié en médecine traditionnelle. Comme pour dire, il y a ce qu'on appelle les naturopathes de formation, qui ont une autre lecture du corps humain par rapport à la maladie, et qui ne sont pas seulement versés dans la pharmacopée, c'est-à-dire le genre de thérapeutes qui ont un cahier des recettes, qui sait que lorsque tu as les hémorroïdes, il te faut telle chose. Lorsque tu as un mal d'estomac, il te faut telle chose. Et qui renvoie les gens à l'hôpital pour aller faire des analyses et revenir pour qu'on fasse des analyses, des contre-analyses après, comme pour dire qu'ils dépendent également de l'autre école. Non, il faut que nous ayons nos méthodes qui sont fiables de diagnostic, qui sont fiables, c'est-à-dire ce qu'on appelle faire une consultation de vitalité, c'est-à-dire l'état de vitalité d'un individu, qui va au-delà du diagnostic de l'hôpital. Parce que le diagnostic de l'hôpital est basé sur les symptômes. Alors, certains symptômes cachent d'autres maladies. Tu peux te retrouver avec des symptômes qu'on va dire tu as telle maladie, alors que non, c'est même au-delà de cette maladie que se cache, que ces symptômes se révèlent, c'est-à-dire une autre maladie au-delà de celle que on te déclare porteur. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons mettre en place dans chaque pays d'Afrique et particulièrement au Cameroun. On va tout de suite aller du côté des téléspectateurs pour prendre les messages qu'ils nous ont envoyés et essayer d'y apporter des réponses. Le SOS téléspectateurs. Alors, le premier téléspectateur voudrait bien savoir comment est-ce que l'introspection, voilà, j'y arrive, individuelle et la méditation pourraient arriver à nous soigner, alors à nous guérir du Covid-19. Alors, l'introspection individuelle est comme un bilan, l'auto-bilan de santé, qui passe par le fait de revivre ne serait-ce qu'une partie de sa vie, parce qu'on ne peut pas dire revivre sa vie de l'enfance jusqu'aujourd'hui, non. Mais de commencer à se poser la question que lorsque j'étais à tel âge, c'est-à-dire lorsque j'avais 15 ans, j'avais quel genre de maladie? Lorsque j'ai eu 25 ans, qu'est-ce que j'ai eu comme maladie? Lorsque je suis entré dans la vie active, j'ai commencé à gagner de l'argent, où je me nourrissais moi-même, je ne dépends plus de mes parents. Alors, qu'est-ce que je prenais comme décision alimentaire? Et après, est-ce que j'ai eu quel genre de maladie entre-temps et comment je me suis soigné? C'est de ça qu'il est question d'abord. Alors là, quand on pense qu'on a eu trop de problèmes, on peut maintenant soit par soi-même agir, soit demander à ce qu'on soit coaché. Être coaché ici, c'est de voir des gens qui font dans la médecine alternative ou traditionnelle de nos ancêtres qui peuvent expliquer des choses par rapport à ce que vous les faites comprendre, c'est-à-dire ce que vous les dites au cours de l'entretien. Bon, il faut qu'il en sorte de cet entretien quelque chose. Parce qu'il y a des gens, dès que tu viens, tu lui dis j'ai l'estomac, c'est comme si tu ne devais pas avoir l'estomac. Tu as l'estomac, mais c'est quoi dans ton estomac? Ah non, mais lui, il comprend que tu es malade de l'estomac. Alors, l'estomac, c'est quel genre de maladie? Tu as mangé quoi? Tu as fait quoi? Tu digères comment? Non, les questions ne sont pas posées. On te donne juste un produit parce que c'est normal. C'est le système que nous avons hérité de la colonisation. Par contre, avant, lorsque quelqu'un arrivait dans un cabinet d'un tradithérapeute de l'époque qu'on appelait les guérisseurs, on te posait des questions. Tu dors comment? Tu manges comment? Tu digères comment? Ton dernier repas, ça a été comment?
Bon, ces questions-là permettent à ce qu'on sache si c'est ton estomac qui ne va pas, comme tu le dis, que tu as mal ici ou là, ou c'est le foie qui est en train de réagir, ou quelle partie de ton corps. Et puis, les personnes de cette époque touchaient même les gens. Et au-delà de toucher les gens, ils avaient le scanner, qu'on appelle la voyance. Donc, ils pouvaient savoir des choses sur toi que tu ne sais pas. Parce que la maladie n'est pas que physique. La maladie est aussi métaphysique. Il y a des maladies comme des troubles mentaux qui sont parfois métaphysiques. Il y a même des maladies comme le diabète et tout qui est métaphysique. On va s'attarder sur le sang qui a pris du sucre alors que le problème est ailleurs. On a bloqué votre fonctionnement pancréatique. Alors, bonsoir professeur. S'il est vrai que l'épidémie est due à nos égarements, comment expliquer que de nouveaux-nés sont attaqués et que préconisez-vous pour éviter cela? Alors, le nouveau-né est attaqué parce que sa maman n'a pas fait une bonne grossesse. Le nouveau-né n'est pas de nulle part. Il y a des mamans qui fument, qui boivent et qui mangent n'importe quoi, qui sont madame friandise. Au cours de la grossesse, si c'est le yaourt, en fait, il y a des caprices. Elle mange des œufs non fécondés tout le long de la grossesse, chaque jour, avec les spaghettis, avec des poissons mal braisés, avec des sucreries qu'on appelle les jus. Alors, l'enfant, là, n'a pas un système, du moins, n'est pas fait sur la base d'un bon système immunitaire. Sa mère a fragilisé le fœtus de cet enfant. Et l'enfant est né donc avec des prédispositions à faire n'importe quelle maladie et n'importe quelle épidémie serait aussi à sa portée. Mais là, professeur, c'est pour le cas des enfants qui ont des mamans, qui ont eu des mamans qui ne prenaient pas soin d'eux, entre guillemets. Qu'en est-il de ces enfants dont les mamans ont quand même une certaine Non, il n'y a pas de de bébés qui, lorsque ils ont été bien conçus, soient exposés à une réponse virale. Rien. Le bébé a été bien conçu, l'allaitement est maternel, et la maman, au cours de l'allaitement, ne fait pas des erreurs alimentaires. Dort normalement, se repose normalement quand il y a moyen, parce que souvent, il y a certains enfants dérangent, vous n'arrivez pas à vous reposer. Il y a tout ça. Mais souvent, les enfants qui dérangent, on n'arrive pas à se reposer. Les facteurs sont aussi multiples par rapport à la vie de la jeune fille jusqu'à son entrée dans la maternité. Il y a plein de choses qui font à ce que l'enfant naît avec une agressivité ou pas. Alors, quels sont les produits naturels que vous pouvez nous proposer comme pour désintoxiquer l'organisme? Alors, les produits naturels, il y en a tout un grand nombre de produits, mais moi, je me refuse de rentrer dans ce registre. J'ai essayé d'expliquer comment il fallait intervenir lorsque on a une affection qui va dans le sens où on voit dedans le problème respiratoire, on voit dedans une fièvre, on voit dedans une toux. Alors, c'est des choses faciles à régler. La fièvre, je dis, ça se règle facilement avec le bain de vapeur chaude, et puis on se lave à l'eau fraîche en utilisant des méthodes traditionnelles d'avant. On appelle ça chez les Douala le tout, chez les Bassa, on appelle ça Mbumga, je ne sais pas, chez les Owondo, chez les Bamdeke, tout ce monde qui m'écoute, ça a des noms, ce qui montre, ce qui prouve que c'est des pratiques qu'on a toujours utilisées, mais qui ont été interdites quand la médecine coloniale est venue en Afrique. On a interdit d'utiliser ce genre de pratiques. On dit que ça déshydrate, ça finit le sang, machin et tout. J'écoute souvent les gens dire les choses, et moi, je vis de ça. À mon âge, j'ai toujours utilisé ça lorsque j'ai compris que je ne pouvais pas prendre des médicaments sans de fortes allergies, ou lorsque je prenais la quinine qui cache derrière elle la chloroquine. Moi, j'avais des démangeaisons partout, le corps me picorait partout, je me grattais pendant des jours. Et c'est même des choses qui m'ont fait cesser de boire les médicaments.
Bon, donc, il n'y a pas à dire aux gens, voilà ceci qui est bon ou pas. On attire seulement l'attention aux personnes qui nous suivent qu'il y a une autre voie, pas seulement la voie officielle. Voilà. Je souhaiterais savoir si la quête de la spiritualité inclut l'entretien du corps physique et si tel est le cas, ne peut-on pas dire que le matérialisme est aussi un élément important dans cette quête? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que lorsqu'on est bien spirituellement, on n'a pas les problèmes matériels. Le jour qu'on mange, on mange. Le jour qu'on dort affamé, on dort affamé. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne dormira pas affamé éternellement. On ne sera pas sans abri éternellement. On aura toujours, à un moment donné de sa vie, lorsque celle-ci est positivisée, à trouver de la récolte, pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel. Le mal est seulement de vouloir privilégier le matériel, au point à adopter des attitudes qui vont vers le refus de la souffrance, les raccourcis de vivre heureux et mourir jeune, comme ça en est le cas chez certaines personnes. Voilà. Alors, une question qui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec le thème de ce soir. Bonsoir, aidez-moi s'il vous plaît à arrêter ce qui me pique au niveau de mon bavard du côté droit. C'est Christelle qui nous écrit. La personne va téléphoner hors antenne pour qu'on la questionne, pour comprendre. Là, on pense que ce n'est pas Covid-19 qui la pique au niveau de son bas-ventre, mais tout au moins, elle aura à nous expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans cette explication, sans que nous restons symptomatiques, puisque ça c'est un symptôme qu'elle ressent là. Maintenant, nous allons creuser le fond de la chose pour voir qu'est-ce qui peut causer ça. Et peut-être, je dis bien peut-être, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, avec en toute humilité, nous parviendrons finalement à l'aider. Voilà. Alors, est-ce que le sport peut nous permettre de lutter contre le Covid? Le sport? Oui. Bon, je ne sais pas, parce que c'est pour vrai que les footballeurs meurent aussi de Covid. Bon, ils sont des sportifs. La seule chose que le sportif peut avoir à ne pas avoir peur de Covid lorsque son régime alimentaire est naturel, c'est-à-dire que l'équilibre acido-basique est entretenu, ne mange pas les choses trop acides ou trop alcalins, mais fait le juste milieu, mais beaucoup plus alcalin. Voilà. Mais si tu bois les sucreries, donc les colorants, hein, avec beaucoup de sucre, après un match de football, attention, vous saturez vos cellules, vos muscles, quoi. Voilà. Alors, comment travailler sa vie spirituelle? On a déjà expliqué. Pour les gens qui nous suivent pour la première fois, ils peuvent aller sur YouTube et taper Le Monde Inconnu TV. Ils vont voir le tas de vidéos que nous avons fait, surtout particulièrement sur l'alimentation spirituelle. Alors, s'ils peuvent visionner toutes ces vidéos-là, ils vont comprendre. Nous sommes même en train de vouloir voir comment mettre rien que les chroniques à la disposition des gens, parce que c'est les chroniques qui sont faciles à écouter, puisque ces chroniques-là, à visionner mais en même temps, puisque ces chroniques sont parfois 3 minutes, 4 minutes, maximum 5 minutes. Donc, sans entrer dans nos explications qui font l'émission ou bien le visionnage d'une vidéo prend du temps, ils peuvent au moins suivre les chroniques et puis peut-être poser des questions. Peut-être il n'y aura pas quelqu'un dans les commentaires à vous répondre à ces questions parce que étant trop pris, mais ça peut quand même permettre à ce que vous nous rejoigniez dans la grande surface de vidéos qui passe par l'émission principale. Alors, quelle est la signification du papillon blanc? J'en ai 3 en ce moment dans ma chambre. Alors, le papillon, c'est un étranger. Si vous avez trois papillons, c'est peut-être des anges, si c'est blanc. Voilà.
Je souffre constamment de constipation. Que dois-je faire? La constipation, ça ne se guérit pas sur le plateau de télé. Nous allons recevoir la personne en appel, hors antenne, pour discuter avec la personne, nous tous. Moi, ce qui m'a fait étudier en médecine alternative, c'était ma constipation qui était chronique. Dès le bas âge, c'est ce qui me faisait boire même les quinines. Voilà, parce que je ne savais pas avant que c'est quand je suis constipé que la fièvre monte. Mais lorsque je l'ai su, bon, aujourd'hui, je gère ma constipation en dehors des fièvres qui ne montent plus jamais. Alors, on a un téléspectateur qui voudrait savoir si le fait qu'il soit donneur universel pourrait être une sécurité pour lui contre le Covid-19. Je crois que c'est une question qui doit être répondue par les gens qui ont amené les histoires de donneurs ou pas donneurs. Parce que les premières expériences qu'on a menées pour la transfusion sanguine n'aboutissaient pas. Avant qu'on se retrouve à la particularité de voir si quelqu'un est de quel groupe. Après, il y a eu d'autres phénomènes qui se sont mêlés dans cette recherche. Quand les phénomènes se mêlent, ça veut dire que soit quelqu'un meurt, ou parce que quand on donnait le sang d'une personne qui n'était pas du même groupe que l'autre, un accident arrivait. Donc on voulait comprendre comment nous sommes tous des êtres humains et nous sommes supposés avoir le même sang. Comment on peut donner le sang à quelqu'un qui est en situation d'anémie et que plutôt c'est la mort qui arrive. Alors il fallait donc chercher à savoir pourquoi. Et en cherchant à savoir pourquoi, il y a eu des sacrifices dont les gens sont morts. Mais on a arrivé à comprendre que si on prend le sang de telle nature, ça va rencontrer le sang de telle autre nature et puis ça va marcher. D'où le groupe sanguin. Mais après, il y a eu encore d'autres problèmes. On est tombé dans les registres. Et maintenant, nous sommes au niveau des registres. Il y a d'autres choses qui sont cachées derrière. Il faut qu'on en arrive là pour qu'une personne réservée comme moi, réservée par rapport à une certaine science, puisse donner son avis en ce qui concerne des questions concernant le groupe sanguin. Donc, je n'ai vraiment pas une bonne réponse à lui donner. Professeur, on aurait été... alors, beaucoup de téléspectateurs ne vous auront pas suivi lorsque vous étiez en train de donner les méthodes naturelles que vous préconisez, parce qu'apparemment, il y aurait eu coupure. Donc, il nous est demandé s'il est possible de revenir sur ces méthodes-là. C'est qu'à leur niveau, peut-être, il y a des délestages, le courant est parti ou la télé ne donnait plus. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour ce qui est de Covid, il y a un problème. On nous dit ça au téléphone, tout le monde connaît ça déjà. C'est un problème respiratoire, un problème de fièvre, de hausse des températures, un problème de tout. Tout cela, ça ressemble à une grippe. Mais ça ressemble également au paludisme. C'est pourquoi on a appliqué des méthodes concernant le traitement du paludisme. Alors maintenant, nous, en médecine alternative, puisque nous faisons dans l'équilibre acido-basique, et que le taux d'acidité ayant monté, ayant été élevé au niveau des poumons, pour le baisser, on utilise soit les essences des plantes, soit de feuilles des plantes. Parmi les essences, il y a l'eucalyptus, il y a l'amande. On peut faire comment on appelle ça, une composition, un complexe, voilà, d'huile essentielle à partir de ces essences, et puis en utiliser en inhalation. On peut aussi utiliser, je dis bien les feuilles, toujours en inhalation, de l'eucalyptus qu'on va ramasser. On est derrière, par exemple, à l'ouest, il y en a partout.
tout le long après Bafang. On plus à Baganté. Voilà, en allant à Baganté, même à Bafoussam, il y a des zones où tu peux trouver les feuilles d'eucalyptus à même les sols. On les lave, on les expose au soleil, et puis on fait une tisane pour boire. En même temps, on utilise ça sous forme d'inhalation. On peut aussi, on avait dit lors de la dernière émission que tôt le matin, on doit boire une tisane chaude d'eucalyptus, trop tôt, et puis en boire de l'eau fraîche directement, l'eau de la température de l'air ambiant. Là, c'est pour entretenir le système respiratoire, et nous savons que quand l'oxygène est bien entretenu, lorsque ça entre dans le corps, ça nettoie les capillaires pulmonaires, rénaux, etc. Ça va jusqu'à nettoyer la zone du cerveau, les capillaires du moins au niveau du cerveau. Bon. Et là, le confinement vous permet de respirer normalement, parce qu'avec les masques, vous respirez le gaz carbonique. Alors que le gaz carbonique, qui doit être rejeté, retourne dans l'organisme et peut provoquer un mécanisme qui va agir sur la cellule au niveau de la membrane protéinique et élever, une fois de plus encore, le taux de, comment on dit ça, d'acide. Alors donc, quand on commence à être malade, il faut rester à la maison. Ne fait pas de va-et-vient, ni même à l'intérieur de la maison. Il faut rester dans sa chambre. Essayez de faire ça. Si la fièvre monte, vous faites le bain de vapeur. J'ai dit qu'il faut utiliser le sissongo, l'herbe que la bétail mange beaucoup, c'est-à-dire les chèvres, les moutons et tout. Vous coupez ça beaucoup, vous mettez dans une marmite jusqu'à remplir la marmite d'herbe et mettez de l'eau. Ça doit faire le plein d'eau avec les herbes. Vous fermez cette marmite, vous mettez ça au feu. Quand ça bout, vous descendez la marmite, vous rentrez sous la couverture avec la marmite. Commencez à ouvrir la marmite, petit à petit, jusqu'à transpirer à grosses gouttes, de façon à ce qu'au niveau du menton, que le creux de la main soit rempli de transpiration. Alors c'est aussi la même chose qu'on doit faire, du moins en ce qui concerne la toux. On peut utiliser le gingembre plus le citron, et moi je préconise qu'on cuit ça, parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. D'aucuns pensent qu'on ne cuit pas le gingembre, on cuit. Et on boit ça à chaud. Au bout d'un petit temps, la toux va baisser et puis il n'y aura pas de maux de tête. Voilà. Alors, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je suppose que la conclusion a été faite. Voilà. Nous disons, ça, on a donné une recette universelle. On aurait dû donner des plantes camerounaises, quelque part, mais ça, c'est des choses que quelqu'un peut facilement essayer de faire. Et si ça se complique, notre numéro est à votre disposition. Nous allons essayer de voir comment vous accompagner. Nous avons été ravis de vous savoir nombreux à nous écouter. Merci pour les messages que vous nous avez envoyés. Nous ferons le nécessaire au cours de la semaine pour ceux-là qui n'ont pas eu de réponse, de vous apporter les réponses pour apporter les réponses à vos questions. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur la même chaîne. Bonsoir.